aujourd'hui, nous nous retrouvons comme tous les 2 mois, le dernier lundi du mois, un webinaire, donc, parce que bon, évidemment, le contexte nous l'impose, organisé sous l'égide de la Société de pharmacie de Lille, dont je suis membre du bureau, et qui, du coup, a pour, je rappelle, objectif, mission, de pouvoir s'intéresser à notamment toutes les problématiques scientifiques, techniques, mais également la vie des pharmaciens. Et là, aujourd'hui, nous avons décidé, toujours dans notre cycle de conférences qui traite de post-Covid, même si effectivement le terme de post me paraît quand même à mettre avec des gros guillemets. En tout cas, l'après, on va dire, première vague d'épidémie, parce que ça a quand même changé beaucoup de choses dans nos métiers, dans nos professions. Et l'idée est aujourd'hui de pouvoir s'intéresser à l'aspect économique de l'officine. On a pu voir que le contexte a révélé l'aspect stratégique des pharmacies d'officine sur le territoire. Le pharmacien est un professionnel de santé qui a été mobilisé très tôt et qui a pu justement assumer des tâches qui lui auraient été confiées. Je dirais même pallier certaines défaillances en matière de l'accès aux soins. Et donc, du coup, il est vrai que cette crise a permis de remettre en lumière l'intérêt du pharmacien. D'ailleurs, à ce titre, à titre anecdotique, j'ai pu avoir comme confidence avant-hier un représentant d'un lycée de la région, un gros lycée, qui me disait que c'est dingue, cette année, tous les étudiants veulent faire pharmacie. Tant mieux, ça peut susciter des vocations. Donc, juste avant de laisser la parole à nos experts, que je vous présente rapidement. Donc, François Gillot, d'une part, qui est maître de conférence associé à la faculté de pharmacie de Lille, expert comptable, et qui intervient dans les enseignements de 5e et de 6e année du DU de gestion d'officine. Et Louis Martins, également expert comptable chez Flandre Comptabilité Conseil, et qui intervient également dans nos études à Lille. Et donc, forcément, grâce à eux, on peut avoir des formations de qualité, mais également tenir d'actualité et informer nos étudiants, mais également notre réseau des problématiques, parfois aussi des actions stratégiques à déployer pour que nos pharmacies d'officine puissent continuer à perdurer, à être pérennes sur notre territoire. Avant cela, juste pour information, donc vous avez accès en tant que spectateur à un onglet questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser cet onglet-là pour pouvoir nous poser toutes les questions. Je ferai office, moi, de chairman. Donc, bien entendu, lors que des questions, je m'autoriserai à couper la parole, ou voire même, en fonction du peu de monde qu'il y a actuellement connecté, je m'autoriserai aussi à vous donner la parole. Comme ça, vous pourrez vous exprimer à l'oral. Ce sera peut-être plus facile de poser les questions. Voilà, donc sans transition, je passe la parole maintenant à Louis. Bien, bonjour à tous. Donc, on va basculer effectivement au niveau du sommaire. Alors, il y a certains éléments, on va plus s'apesantir parce qu'elles nous paraissent importantes. C'est surtout au niveau de la deuxième partie pour aller un peu plus vite sur la première et la troisième et ainsi après provoquer l'échange, si vous voulez bien, par rapport à notre calendrier. La première partie, ça sera un peu sur les enseignements de la crise sanitaire et ce qu'on a pu nous remarquer en tant que professionnels du chiffre avec François auprès de nos clients pharmaciens, pour ensuite partir sur un état des lieux à la fois humain, financier et chiffré, au niveau de ce qui s'est passé au niveau des chiffres sur les officines et puis les impacts que ça a aussi au niveau des valorisations des fonds de commerce dans un climat qui est très dynamique sur ce point-là. Et ensuite, après, passer un peu plus vite sans doute sur les actions à mener au niveau tant à la fois de la stratégie que de l'officine en elle-même et d'un sujet numérique qui est toujours de plus en plus présent. Voilà. Donc, sur cette première partie, c'est moi qui vais effectivement débuter. Les enseignements de la crise, qui est vraiment très marquant, c'est ce passage du pharmacien d'un acteur de santé avec la dispensation vers vraiment cette logique d'acteur de soins à part entière. Il y a cette accélération qui se fait et je prends un parallèle toujours en voyant l'émission que peut faire éventuellement un opticien par rapport à l'ophtalmo. On est de plus en plus sur ces problématiques-là. Vous vous souvenez, durant la crise, plein cœur de la crise, le pharmacien a pu renouveler les ordonnances et nous, en tout cas, on n'a pas eu de retour
particuliers comme quoi ça s'était mal passé. On sent vraiment en fait cette accélération du métier et cette approche de prestation de service qui est vraiment très forte. La deuxième chose, c'est que du coup, effectivement, voilà, c'est passé. Donc, on a du coup un renforcement, une accélération de la mutation au niveau de la prestation. Ça passe par toutes les problématiques de maintien à domicile, évidemment, tout ce qui est éducation des patients, automédication, pardon, le pharmacien qui est acteur de la veille sanitaire, la vaccination, Dieu sait que c'est d'actualité. Nos chers clients ont passé un jeudi tout à fait savoureux après les annonces de M. Véran, je l'imagine, et avec le téléphone qui a bien dû chauffer. Voilà, tout ça, ce sont effectivement des évolutions qui sont très importantes au niveau de l'activité et qui sont très marquées. En moyenne, je le rappelle quand même, par rapport à la marge brute globale, la prestation de service représente 45% de cette marge. Donc, ça se transcrit concrètement au niveau des comptes de résultats des pharmaciens. Ensuite, on va pouvoir passer… Thomas, merci. Donc, il y a aussi un aspect reconnaissance durant cette crise de la part des pouvoirs publics. Alors, on a mis un petit exemple, quelques tweets qu'a pu faire le ministre de la Santé, avec évidemment ces problématiques de masse, de gel, de vaccination, de tests. Sujet plus anecdotique, non pas par rapport à le sérieux qu'il représente, mais par rapport en fait au temps pris, c'est la prise en charge de femmes violentées. Voilà, toutes ces problématiques-là sont prises à bras-le-corps par le pharmacien. Il y a vraiment une réelle reconnaissance sur un plan des instances par rapport au travail qui est mis en place et par rapport aux sollicitations qui sont demandées aux pharmaciens. Suite à ça, il y a quand même effectivement au niveau de cette crise des logiques de gagnant-perdant, même si c'était beaucoup plus marqué au début de la crise. Alors, on met souvent en opposition effectivement la pharmacie de service, axée sur l'accompagnement client-patient de proximité, ancrée sur un territoire, sur un quartier, par rapport à des pharmacies business. Alors, business fait péjoratif, je préfère parler de pharmacie de flux, c'est-à-dire des pharmacies qui sont dans les centres commerciaux, sur des grands axes. Évidemment que ces pharmacies-là ont plus subi la crise, surtout au début, mais par justement les nouvelles missions qui ont pu être proposées à un moment donné, ont su tirer leur épingle du jeu par rapport, encore une fois, à tout ce qui est test, vaccination et ces nouvelles missions qui sont proposées effectivement aux pharmaciens. Néanmoins, c'est quand même effectivement une revanche de la pharmacie de proximité avec cette force qu'a le réseau, ce maillage territorial sur lequel se sont très fortement appuyés les pouvoirs publics. Je rappelle quand même, justement, par rapport à ces idées-là, trois choses marquantes, la disponibilité, la proximité, l'accessibilité. On parle du maillage territorial, on est en plein dedans. Je rappelle quand même des chiffres qui sont quand même très importants. Il y a un tiers des communes qui sont dotées d'une pharmacie et les 3/4 des autres communes qui bénéficient d'une pharmacie à moins de 6 km. C'est quand même majeur. Point d'attention, par contre, effectivement, certaines officines, un peu plus de 3800, sont installées dans des plus petites communes avec toujours la problématique, vous le savez, du prescripteur. Ces pharmacies-là sont quand même fragiles et méritent d'être accompagnées puisqu'elles concourent encore une fois au maillage territorial et à la force des pharmaciens en ce sens. Alors là, effectivement, on présente aussi quand même des nouvelles manières de consommer. C'est plus général, ce n'est pas uniquement lié à la pharmacie, mais à une accentuation des achats en ligne, évidemment avec de l'e-commerce, avec les marketplaces. On a été pudique, on n'a pas forcément mis Amazon, mais on pense sérieusement à lui de manière générale. Et effectivement, on voit les distorsions au niveau des achats pour tout commerce. Effectivement, les statistiques entre l'e-commerce et le commerce physique, c'est une problématique à un moment donné qui doit être prise en compte par les pharmacies. Ça, on sort du GERS, mais ça confirme effectivement ce qu'on évoque, la chute du trafic, la chute des ventes au niveau des éléments physiques, des sites physiques en fait, de commerce. Je vais passer pour ensuite après aller un peu plus au cœur du sujet. Et là, c'est pareil. De manière plus générale, on voit les augmentations durant la crise de la consommation de soit des plateformes de films, des outils comme on utilise maintenant de visioconférence ou autres, ou de réseaux. 1h42 en moyenne sur les réseaux sociaux. Je mets ça en perspective de ce que vient d'annoncer là durant cet automne le président Xi chinois a limité à 3 heures par semaine la connectique des enfants en Chine. Les enfants chinois sont limités à 3 heures par semaine de temps sur les ordinateurs. Ça laisse quand même songeur par rapport à nous, à ce qui se passe dans nos sociétés occidentales.
Alors voilà, l'essor des services numériques, il y a pas mal de choses qui se passent, évidemment. Alors, on a mis des exemples, hein, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, effectivement, on arrive vraiment à des problématiques, tant en termes d'applications, en termes de sites, en termes de services, qui sont de plus en plus numérisés. C'est tant au niveau des services liés à l'ordonnance, mais aussi aux services hors ordonnance. Alors, on a donné certains exemples, les réservations, le scanner d'eau, les rendez-vous santé. Hein, l'exemple typique est évidemment Doctolib. Et comme les services hors ordonnance, et là, pour le coup, on n'a pas été sympa, on a quand même mis le logo d'Amazon sans le citer. Mais on voit effectivement l'émergence de toutes ces problématiques. En parallèle de ça, toujours des données du Versa, en fait, on a quand même une lancée en fait, des téléconsultations, c'est pragmatique. Je suis pharmacien dans un petit village sans médecin. À un moment donné, il faut bien que je puisse faire face à ma problématique de santé et donc mettre en place des outils qui permettent à André d'être plus proche de la population. Donc, on voit, en tout cas au niveau des chiffres, cette recrudescence. Voilà un petit peu très rapidement, effectivement, puisqu'on voulait prendre plus le temps sur cette deuxième partie, sur l'état des lieux de l'officine. Et je passe la main à François qui va parler déjà du niveau humain, du niveau de cette crise. Très bien, merci Louis de cette première partie. Donc, en effet, l'état des lieux et sur l'aspect social et humain, on a pu constater, en tant que professionnel de l'expertise accompagnant des pharmaciens, que cette période avait été très compliquée pour les officinaux et plus précisément pour leurs équipes. Il a fallu s'adapter et faire face à une situation inouïe. Pour autant, on constate que les pharmaciens ont répondu présent. Ils ont marqué leur engagement et ça a d'ailleurs été souligné. Louis le reprécisait tout à l'heure, il y a eu une mobilisation importante. Donc là-dessus, un engagement fort. Ils se sont marqués comme des acteurs de santé, évidemment, dans ce cadre. Alors, l'équipe a-t-elle été unie et solidaire? On verra que oui, et que dans l'ensemble et dans un contexte tendu où il a fallu être présent avec au démarrage en tout cas peu de moyens, les équipes ont su répondre présent et garder un lien avec les patients, ça a été une des forces, le maillage territorial, l'accès à la pharmacie qui est toujours resté ouverte. Même s'il y a pu y avoir par moments des ajustements au niveau des horaires, mais en tout cas, une présence continue sur le territoire et pour les patients. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'état des lieux, les pharmaciens ont pu s'inquiéter sur les impacts financiers de cette crise. On a vu au démarrage en mars 2020 et un peu après la mise en place de certaines aides, notamment octroyées par les caisses, avec aides qui ont d'ailleurs été revues là récemment au niveau de certains remboursements. Une interrogation était importante: quel sera l'impact sur la rentabilité de mon affaire? Pourrais-je être en mesure d'atteindre mon seuil de rentabilité, de faire face à mes engagements financiers? Donc là-dessus, c'est vrai que globalement, les chiffres d'affaires ont été bons sur la période. Louis reviendra après sur une analyse chiffrée de la période glissante septembre 2020, août 2021. Globalement, l'année 2020 s'est traduite par une évolution des chiffres d'affaires de l'ordre de 3%. Ça traduit cependant des disparités relativement importantes, on y reviendra. On a pu accompagner les clients pharmaciens lors du démarrage dans la mise en place de PGE qui, pour la plupart, ont été mis en place, alors pour certains par mesure de précaution, pour d'autres par mesure de besoins réels, mais dans l'ensemble, aujourd'hui, ces PGE n'ont pas forcément été utilisés, sont restés, et on s'interroge sur les modalités de remboursement de ces PGE. Convient-il de les rembourser immédiatement ou de prendre l'option d'un étalement? Pour ma part, je suis plutôt favorable à un remboursement étalé, sauf cas particulier. On a vu, en effet, on a également constaté la mise en place de décalage de paiement au niveau des emprunts, de décalage de paiement URSSAF durant cette période. Alors, enfin, un état des lieux sur la valorisation des officines. Louis le rappelait tout à l'heure, le marché reste porteur et je pense que c'est certainement également un des signaux envoyés à la profession, c'est que le pharmacien
a pris une place prépondérante et encore plus marquée en qualité d'acteur de santé, de maillon incontournable. Certainement que ça a joué et que ça joue toujours sur la valorisation des fonds, où on voit que le marché est plutôt haussier en termes de valorisation. Pour autant, des retraitements seront nécessaires à opérer. On a des chiffres d'affaires avec des marges spécifiques, les masques, les gants, donc tests évidemment, les tests et la vaccination. On pensait que c'était derrière nous et Thomas l'évoquait tout à l'heure. On évoquait dans le titre, on avait préparé une période post-Covid. On y est malheureusement encore. Donc, voir comment ça évoluera, mais en tout cas, il y aura des retraitements opérés. Idem sur des activités qui ont pu être en diminution. On pense à la mise en place de gestes barrières et la diminution de certaines pathologies avec la baisse de l'OTC, la baisse du chiffre d'affaires orthopédie également, qui est incontestable. Dans le même temps, on a vu se développer certaines pathologies, et notamment des médicaments pour le sommeil et pour le stress. Et enfin, et parallèlement à ça, une évolution des traitements chers qui continue. Donc, nécessité, on y reviendra dans une deuxième partie, au niveau de la valorisation des officines, de prendre en compte ces éléments spécifiques liés à cette période. Alors, enfin, au niveau de la géographie, on a donc des pharmacies de flux qui, elles, ont subi des baisses significatives et qu'il faudra retraiter, et sans doute vraisemblablement analyser des chiffres d'affaires N-1, N-2, et prendre en compte également celles qui ont réalisé du service avec des tests, ce qui a pu engendrer des différences de rentabilité très conséquentes. Voilà un peu. Alors, sur les parties, pour aller encore plus là sur du chiffre par rapport à ce qu'a François, ça se concrétise au niveau de ce qu'on peut voir, nous, des activités. Ce que vous voyez, encore une fois, François l'a dit, c'est une évolution en glissée, donc de septembre 2020 à août 2021. On s'est tiré du Pharma, qui est en fait un logiciel qu'on développe par CGP d'accompagnement, enfin un tableau de bord auprès de nos clients. Donc, vous avez effectivement les évolutions de l'activité et ce qu'on ressent, ça confirme les tendances qu'on pressentait, c'est-à-dire une augmentation. Alors, nous, on ressort là plus de 6% d'augmentation des ventes, portée par le 2-10 plus 5,67, sachant qu'attention, explosion des produits chers. Énormément de produits chers qui viennent impacter cette hausse. Rien que sur le mois de septembre, je pensais même tromper, j'ai contacté pas mal de confrères, rien que sur le mois de septembre, plus 25% de produits chers sur le mois de septembre par rapport au mois de septembre de l'année d'avant. C'est énorme. On a de plus en plus de grosses molécules qui partent effectivement dans les pharmacies avec les problématiques que l'on connaît en termes de trésorerie ou sur le plan purement aussi déontologique. Donc, c'est vraiment marqué. Deuxième chose qu'on voit sur ces chiffres-là, c'est une augmentation de 11,06% du 5,5. Dedans, c'est les gels, les masques. Voilà, de l'activité Covid qui clairement porte en fait ce taux de TVA. Sur le 10%, le léger repli, François l'a évoqué, ça se concrétise. À un moment donné, quand on est tous vaccinés de fait en portant des masques, il n'y a plus de rhume, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de… donc, à un moment donné, la patho n'est plus vraiment là et donc on le sent quand même effectivement au niveau de ce taux. Progression au niveau du 20%. On voit la ligne aussi de vaccins et tests qui se présente. Alors, sachant qu'on a eu les statistiques, une pharmacie sur 2 vaccine et tests. Et 80% des vaccins et tests sont faits par 20% des pharmacies. On a eu des retours, nous, au niveau du ministère, c'est ce qui nous avait été rapporté. Point d'attention aussi, c'est toujours très important, les honoraires de dispensation, une baisse de 2,62%. Vous savez que l'honoraire de dispensation, que le HD, le 1 € par boîte, c'est un superbe indicateur de l'activité de lead, donc du remboursable d'une pharmacie. C'est en repli constant, on le sent. Alors, à la fois parce que durant cette crise, forcément, les médecins généralistes ont sans doute changé aussi je parle d'eux évidemment parce que ce sont les plus porteurs, mais qui ont changé un peu leur pratique. Mais on a aussi un changement de mentalité chez les médecins en termes de prescription et on va dire le style de prose sur l'ordonnance n'est pas le même qui a pu être par les aînés. Et c'est une tendance qu'on sent maintenant depuis plusieurs temps et qui continue en fait à avoir lieu. La dernière ligne à l'ordonnaire à l'ordonnance, pourquoi ça a fortement progressé? C'est lié purement à des questions de période où on a ressorti en fait les activités, puisque c'est la fin de la réforme de 2019 avec la deuxième couche des honoraires qu'on a reçus après la grande réforme de 2015, avec tout ce qui est honoraires complexes liés à l'âge.
hein, entre les personnes âgées, les plus jeunes, les grands conditionnements, etc., etc. Et donc, forcément, on compare par rapport au N-1 cette non-présence d'honoraires par rapport à cette présence maintenant, ce qui fait cette progression. Mais sur la fin, c'est juste une question en fait de calendrier. Voilà. Donc, on voit vraiment au niveau de ces chiffres-là des choses qu'on nous on pressentait, qu'on ressentait, que le pharmacien ressentait. Et donc, ça confirme effectivement des bilans qui vont être fortement marqués sur ces tendances-là et qu'on voit déjà nous, hein, avec François, quand on les présente, puisqu'on est déjà évidemment là sur des bilans clôture 31 août, 30 septembre à présenter. Et là, on sent vraiment ces sujets-là qui sont pleinement présents. Alors, sur la valorisation des fonds, et pour revenir là-dessus, encore une fois, il va être nécessaire aujourd'hui de faire des analyses beaucoup plus fines dans un marché qui, encore une fois, reste porteur et plutôt favorable aux cédants à la valorisation des outils. Il va être nécessaire de faire une valorisation plus poussée avec une analyse donc, où le recours au LGO et au logiciel de gestion officinale sera nécessaire afin de pouvoir mettre en avant donc, certaines typologies de vente qui seront en principe, et on l'espère, pas forcément récurrentes. Donc, on pense ici au masque, au gel, les activités type vaccin, tests antigéniques qui, encore une fois, est important de souligner, et Louis disait, cette distorsion, hein, 80% des tests des vaccins réalisés par 20% des officines. En tout cas, peut-être qu'il y aura une modification, en tout cas, dans la mise en avant. Et certes, et j'ai vu passer une première question sur la mise en œuvre de ces nouvelles missions, comment certaines officines peuvent-elles se doter de moyens pour y répondre. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème là-dessus. Mais en tout cas, ça fausse l'analyse des chiffres et des rentabilités, donc il sera important de les retraiter. Les honoraires de vaccination, évidemment, et tous ces honoraires de tests antigéniques. Donc, alors après, la question sera de savoir comment est-ce qu'on les retraite, est-ce qu'on les exclut complètement, considérant que c'est de l'exceptionnel, est-ce qu'on se réfère au bilan N-1, N-2. Bon, il y aura une analyse poussée, ce sera du cas par cas, évidemment, mais on sait pertinemment que ces éléments exceptionnels ne pourront pas rester en l'état et nécessiteront une révision complète. Troisième et dernière partie, du coup, sur les actions à mener. Donc, finalement, que peuvent faire les pharmacies d'officine pour peut-être anticiper la fin de la crise ou rebondir sur les performances ou les nouvelles missions qu'ils ont mis en œuvre dans le cadre de cette pandémie? Alors, évidemment, dans le cadre de cette pandémie, tu disais, Thomas, une stratégie sera nécessaire et une redéfinition de cette stratégie sera nécessaire, une réflexion autour des nouveaux services, des nouvelles missions, repenser un peu le métier, donc assurer du service rendu aux patients, aux clients, tout en se posant la question, et une première question en témoigne, comment assurer la pérennité économique de l'officine et est-ce que ces nouvelles missions seront possibles et comment elles pourront être mises en place sans fragiliser l'économie de l'officine. Et enfin, et dernier aspect, un volet social où je pense que tous les officinaux y sont confrontés aujourd'hui, c'est une fatigue, c'est un stress des équipes et donc une problématique dans la gestion des équipes et dans la politique managériale et également dans le recrutement. Donc, ce sont des axes de réflexion à avoir aujourd'hui. Donc, pour commencer sur la partie chiffrée, dans une conjoncture comme celle-là, où en sortant, il sera, à notre avis, nécessaire, et les hommes du chiffre que nous sommes avec Louis vous inviteront à repenser, à réfléchir autour de comptes de résultats prévisionnels en excluant certains éléments que vous aurez pu connaître dans ces derniers bilans, en essayant d'être cohérent par rapport à une progression ou une évolution d'activité, en neutralisant également certains éléments exceptionnels type aide et en voyant certains objectifs réalistes à se poser. Donc, les professionnels du chiffre que vous êtes, et d'ailleurs ça ne nous surprend pas, nous incitent à la prudence, en vertu du principe de prudence qui sous-tend toute la comptabilité. Et effectivement, gardons-nous finalement de cet effet de vague où on peut avoir un bilan plutôt positif globalement sur la progression des chiffres d'affaires, mais on a bien vu que c'était peut-être
survitaminés par des produits chers et qu'il y a un peu de confusion sur, et peut-être pas encore de recul suffisant pour ça, pour le fait de savoir quelle est la vraie solidité de ce chiffre d'affaires. Parce que c'est vrai que le produit cher entraîne aussi des problématiques de rentabilité qui sont moins élevées. Donc, il ne faut pas confondre non plus volume d'activité et rentabilité. Et il est peut-être un peu tôt actuellement pour pouvoir vraiment se pencher sur la rentabilité. Et que ce soit dans le prévisionnel ou que ce soit finalement dans l'évaluation d'une officine, cette notion de rentabilité, il faut être très prudent parce qu'il y en a une qui est conjoncturelle, il y en a d'autres où on n'a pas le recul suffisant. Et là-dessus, il faut faire preuve de prudence. Est-ce que cette prudence, vous la constatez, vous, dans votre quotidien? Bien sûr. Alors, il y a 2 points, après je laisserai rebondir François, qui me paraissent importants dans ce qu'on évoque là. C'est que, il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller, je ne sais plus qui on a dit, mais Pierre, ou qui vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces missions-là de tests, de vaccins, n'oublions pas les fondamentaux de la pharmacie. Et si, soyons très clairs, si les tests et les vaccins, ça s'enchaîne et vous avez un patient qui attend 20 minutes pour être servi, ça ne le fait pas. C'est une approche qui est court-termiste et il est important de consolider ces fondamentaux, c'est essentiel. Donc, ça va même plus loin que le produit cher, ça va aussi par rapport à ces missions-là qui sont demandées aux pharmaciens. La deuxième chose, c'est qu'il y a une prudence aussi liée à un contexte très particulier actuellement par rapport en fait aux charges de personnel et à la pression pour, à date, pouvoir embaucher du personnel au sein des structures officinales. C'est très compliqué en ce moment. Ça fait longtemps que c'est compliqué pour les préparateurs, préparatrices, ça l'est encore plus. Et au niveau des pharmaciens, pharmaciennes assistants, c'est très compliqué en ce moment d'embaucher. On est dans un climat qui est quand même très compliqué et donc qui impose la prudence dans des projections qui peuvent être faites au niveau effectivement des prévisionnels, puisque ça impacte directement la rentabilité des structures, bien sûr. Donc, attention à l'approche à court terme qui convient à dire je fais beaucoup de tests et de vaccins et quitte à dégrader le reste parce que ce n'est pas payant sur le long terme. Et attention effectivement à ces perspectives qu'on voit quand même par rapport aux charges de personnel. Donc, je t'en prie, Thomas. Pour revenir donc sur ce prévisionnel, le prévisionnel d'exploitation est une chose, il faut également le mettre en phase avec le plan de trésorerie, qui en est une autre. Donc, c'est évident que dans ces plans de trésorerie qu'on pourra bâtir et dans les prévisionnels, encore une fois, qui devront tenir compte d'éléments passés, d'éléments à venir, tout en restant prudents sur une typologie d'activité qui peut être actuelle. Ce sera donc ce plan de trésorerie qui devra intégrer les éléments de PGE qu'on a pu voir être mis en place durant cette période et qui vont ou qui ont déjà commencé à être remboursés. Donc, c'est évident qu'il faudra les intégrer. On a également eu des décalages de paiement de cotisations sociales qui sont assez conséquents, et bon nombre de pharmaciens aujourd'hui, on leur rappelle, n'oubliez pas, donc c'est vrai que dans toute cette masse et dans toute cette activité très très soutenue, on a pu mettre ça de côté, mais les cotisations URSSAF, donc les cotisations TNS ont été décalées quasiment forfaitairement, arbitrairement, et on est en pleine régule là en ce moment, donc ça peut représenter des sommes assez conséquentes. Et enfin, la fin des aides de l'État, chômage partiel ou prise en compte de ces éléments-là. Donc, ce plan de trésorerie devra également se baser sur des projections, mais également sur le rattrapage de ce qui a pu se passer. Alors, on l'évoquait, Louis l'évoquait également, attention, dans la projection du métier et dans ce qui peut se passer, il faut ne pas oublier son cœur de métier, mais pour autant, avec cette évolution, je pense qu'une réflexion est croissante autour de l'adaptation de l'officine aux nouvelles attentes, donc aux nouvelles missions, des travaux, des réflexions autour des travaux sont régulières, récurrentes. En tout cas, on est pas mal sollicité pour une telle réflexion. Est-ce que ce n'est pas le moment de refaire une pièce de confidentialité? Est-ce que ce n'est pas le moment de refaire des travaux? Est-ce que ce n'est pas le moment de repenser le sens de circulation au sein de l'officine? C'est vrai que les pharmaciens veulent être proactifs à ce niveau-là et répondre positivement et de façon qualitative. Maintenant, évidemment, ça a un coût. Donc, on réfléchit parfois sur des réaménagements de prêts, sur des refinancements, sur une reprise des encours pour repenser, pour pouvoir faire face à ça, tout en évitant une suraccumulation de remboursements et de nouvel emprunt. Alors, dans un contexte comme celui-là, en effet, et afin d'assurer une pérennité financière de l'officine, on dira qu'il est important de bien s'entourer. En effet, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. S'entourer de professionnels spécialisés, juristes, banquiers, experts comptables, qui, comme vous,
connaissent votre activité, votre problématique ponctuelle. Les groupements et les grossistes répartiteurs sont une aide précieuse également dans cette période compliquée. Et on est également convaincu que l'interprofessionnalité, le fait de communiquer avec d'autres professionnels de santé ou d'intégrer les CPTS et les CISA seront des éléments importants et d'évolution. En effet, on peut rappeler que la ROSP 2022 est conditionnée à l'exercice coordonné entre professionnels de santé. Alors, pour finir, on a voulu quand même évoquer aussi l'aspect numérique et les virages que ça implique. Alors, évidemment, c'est des enjeux aussi pour les structures, les pharmacies, puisque ce n'est pas qu'une problématique sur d'autres métiers. On a souvent tendance à penser que ce n'est pas le cas. En fait, il y a deux sujets qui sont importants pour moi. C'est la slide juste après, effectivement, Thomas, si tu veux bien, c'est à la fois s'appuyer sur un écosystème. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est savoir sur qui s'appuyer. En fait, globalement, l'idée, c'est que vous avez une organisation et vous ajoutez par briques, en fait, certains modules, certains services supplémentaires sur le plan informatique. Donc, sur qui se reposer, c'est un vrai sujet. Et ensuite, c'est la slide d'après, c'est plutôt la notion d'interopérabilité. C'est comment ces sujets ensuite, enfin, ces différentes briques peuvent s'imbriquer ensemble. Je donne un exemple très concret. Je dois appeler, en fait, maintenant, ce n'est plus le cas, mais on va dire les rappels de troisième dose pour les plus de 65 ans. Comment est-ce que je fais pour requêter mon LGO pour ressortir mes patients qui ont plus de 65 ans? Est-ce que je ne peux pas leur envoyer en automatique un SMS pour leur suggérer de venir à la pharmacie et ensuite coupler ça par rapport à une prise de rendez-vous? Voilà, c'est des choses qui sont c'est un exemple qui est très concret qui montre qu'en fait, ces problématiques-là, elles sont entières effectivement pour les pharmacies et cette crise accélère cet effet-là. Voilà, Thomas l'évoquait en tout début d'entretien, ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire faire une visio. Est-ce qu'on l'imaginait il y a 2 ans? Non, on serait juste sans doute réunis physiquement. Et donc, ça va très vite, mais ça va vite aussi dans le monde de la pharmacie. Et donc, il est important de pouvoir embrasser ces sujets. La dernière chose, c'est la dernière slide que je rappelle après, c'est effectivement, n'oubliez pas Ma Santé 2022 qui va quand même diamétralement changer ensuite après les pratiques au sein de la profession. Avec, n'oubliez pas, tout ce qui est e-prescription, le dossier médical partagé, tout ce qui est messagerie sécurisée entre les professionnels de santé. Moi, j'en ai déjà qui s'en servent et ça fonctionne assez bien. Voilà, on est vraiment sur des nouvelles manières de pouvoir communiquer, de pérenniser, de travailler en interprofessionnalité, de consolider le parcours de soins, tout ça par des outils numériques. Donc, il est important qu'à un moment donné, les pharmaciens puissent embrasser ces sujets-là. Voilà, donc sans en dire plus, on va passer à la conclusion, comme ça permettra de pouvoir échanger ensuite après. La crise sanitaire, évidemment, c'est révélateur de beaucoup de nouveaux comportements, à la fois de cette revanche du circuit court, on l'a évoqué au tout début, c'était de dire la revanche un peu des pharmacies de proximité, de quartier par rapport à celles plus de flux, et puis une progression de l'achat en ligne. C'est évident, il y en a d'autres, mais en tout cas, ça, c'est un premier point. Je passe la parole peut-être sur la suite pour François pour conclure. Oui, donc en effet, une pharmacie devient une activité hybride, commerce hors vignetté et également, on l'a dit tout à l'heure, une activité de service pour l'accompagnement des patients, que ce soit dans son rôle de prévention, dans son rôle d'accompagnement. On sait également que l'observance et que les entretiens seront également une réalité croissante au niveau des pouvoirs publics à inciter le pharmacien. Alors certainement qu'il faudra passer par des incitations financières peut-être un peu plus importantes encore pour être en phase avec les coûts générés, mais en tout cas une mission de service importante et une évolution en tout cas de la profession. Alors, permettez-moi de conclure cette intervention en profitant aussi de l'occasion pour vous dire qu'effectivement, ces problématiques d'économie de l'officine sont quand même une problématique prégnante. Et à la suite de la préparation de ce webinaire, on s'est dit qu'on n'allait pas rester là-dessus. Nous allions continuer à associer nos compétences et de manière élargie, d'ailleurs, en y conviant également d'autres compétences précises sur certaines questions, en mettant en place un cycle d'intervention webinaire, pareil, sur le même format, aux alentours de janvier, février, mars. L'idée, c'est de concentrer sur trois interventions qui nous semblaient intéressantes et qui finalement rebondissaient sur des questions que l'on retrouve assez régulièrement auprès de nos
vos clients et de mes étudiants. Il s'agit principalement déjà effectivement de l'activité des montages et des modes de financement de l'installation, puisque là aussi, ça se complexifie, il y a quand même pas mal d'actualités. Donc, l'idée aussi, c'est de revoir un petit peu ce qui se fait sur le marché dans un contexte où le secteur connaît une progression des prix de cession, dans un contexte un peu aussi incertain au regard de l'évaluation que vous avez pu déjà le montrer. Donc, revoir un petit peu ces questions de montage et de financement d'installation sont quand même des choses très importantes, que ce soit pour ceux qui veulent s'installer, mais ceux qui veulent vendre aussi, parce que l'important, c'est de connaître aussi finalement son futur acheteur et voir dans quelles conditions il va s'installer pour pouvoir aussi anticiper une reprise d'activité de sa pharmacie. L'idée aussi, c'est de s'inscrire dans un territoire. Donc, on a bien vu que l'interprofessionnalité, notamment sous couvert des organisations territoriales, le type de CPTS, sont des choses qui deviennent incontournables, mais le territoire, finalement, c'est aussi le lieu d'implantation, c'est comment en tirer parti, profit. Il y a des problématiques de transfert, de regroupement qui peuvent aussi se poser. Il y a aussi une connaissance de son environnement au travers de la connaissance de sa patientèle par les outils qui sont mis à disposition par l'officine et qu'on n'utilise pas forcément. Donc, l'idée, c'est aussi finalement de tirer profit de son territoire et de pouvoir finalement mieux en prendre part. Enfin, pardonnez-nous d'être peut-être parfois un peu plus, comment dirais-je, rébarbatif, moins sexy, parce que lorsqu'on parle d'actualité fiscale, forcément, ça fait grincer des dents, vous frissonnez certains, mais n'empêche, c'est le nerf de la guerre, il y a des choses très importantes aussi, et l'idée de cette actualité fiscale, c'est de rebondir finalement sur les décisions qui auront été entérinées à la suite des lois votées sur le budget 2022, pour pouvoir aussi faire attention et on communiquera et nos experts seront là pour vous communiquer tous les points d'attention nécessaires pour pouvoir optimiser votre fiscalité en lien aussi avec votre activité professionnelle. Alors, pour terminer ce cycle, on vous proposera évidemment une rencontre physique dans la mesure du possible. Évidemment, d'ici mars, qui peut savoir, pour justement revenir sur les différentes interventions et créer un réseau d'échanges sur justement cette économie de l'officine. Alors, vous pourrez nous suivre, bien entendu, sur les deux profils. Vous tapez l'atelier des experts en économie de l'officine, c'est le doux nom qu'on s'est donné. L'idée, c'est que c'est un cercle très ouvert, c'est finalement on pourrait dire un think tank, mais agissant. L'idée, c'est effectivement pas que de réfléchir, mais également de faire une force propositionnelle et mettre en place des actions concrètes au travers des professionnels qui viendront assister à ces webinaires ou ces conférences. Alors, avant de conclure, donc peut-être qu'il est temps effectivement de laisser la parole à des éventuelles questions-réponses. Alors, j'ai une première question qui émane d'un spectateur. Je reprends une pharmacie au 1er avril, je crée un site internet et une application mobile avec une carte fidélité. Dois-je tout de suite commencer la plateforme de vente internet de suite ou mieux vaut-il attendre? Déjà, peut-être, on va revenir sur l'aspect rentabilité d'une plateforme internet. Peut-être qu'il y a des choses, déjà des éléments que vous avez pu constater vous après vos passions. C'est compliqué parce que, je vais répondre sans répondre, la réponse de Normand. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est compliqué quand on reprend une pharmacie, c'est qu'il y a énormément de choses effectivement à gérer, à mettre en place. Moi, je dis généralement à mes clients, il faut nager avec le courant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on prend une pharmacie, on décide de changer de groupement. Forcément, la greffe avec les équipes ne prend pas forcément avec certains d'entre eux. On veut changer l'informatique. On va changer, si à un moment donné, on change tout, on risque de casser un outil qui fonctionne. Et j'aime bien l'idée de se dire, on nage avec le courant et petit à petit, on détourne le courant par rapport à là où on a envie d'emmener en fait notre structure. Je pense que créer un site internet immédiatement, quand on reprend une pharmacie, c'est par définition une zone de turbulence où à un moment donné, il faut que la greffe prenne bien vis-à-vis des patients, vis-à-vis du cœur du métier qui est d'abord quand même essentiellement physique, il faut quand même le dire, pour, à mon avis, peut-être imaginer cette création dans un deuxième temps. Mais en tout cas, pour répondre, je dirais dans un deuxième temps, pour encore une fois consolider ces fondamentaux, gérer cette zone de greffe de votre vendeur par rapport à vous, pour ensuite après rentrer à plein dans cette problématique-là. Mais François peut-être va compléter. Peut-être une question aussi sur la rentabilité même de l'activité, qui est une activité de plateforme. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des retours par rapport à ça?
Il y a des volumes d'activité quand même indispensables pour pouvoir avoir une rentabilité de cet outil. Alors là-dessus, en effet, il faut bien avoir à l'esprit que la reprise d'une officine est déjà un moment difficile, riche en événements, en mise en œuvre. Donc, une modification importante comme celle de la mise en place d'un site n'est pas forcément judicieuse immédiatement, surtout que ça va nécessiter des moyens humains qui seront beaucoup plus importants, une organisation qui est complètement différente d'une pharmacie traditionnelle. Donc, c'est quand même un métier à part entière. Enfin, tout dépend de la volumétrie qu'on envisage dans ce cadre de ce site, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on décide de le faire et de le faire entre guillemets à grande échelle, et ce n'est pas uniquement un site où on peut passer commande pour venir récupérer les éléments, si c'est de l'envoi à grande échelle, on constate que le niveau, le point d'équilibre est quand même relativement élevé en termes de volume de vente, parce qu'il y a toute une activité en back-office, en préparation, et les ratios qu'on connaît habituellement en pharmacie, 10% à peu près de charge de personnel, ou un opérateur qualifié pour 350 000 euros, 320, 330 000 euros de chiffre d'affaires TTC par personne et par an, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vrai que le point de rentabilité est beaucoup plus difficile à obtenir. On saurait l'évaluer à peu près. J'ai entendu parler d'1 million d'euros, mais c'est peut-être un peu élevé. On peut l'évaluer, mais il n'y a pas beaucoup de pharmacies qui se lancent là-dessus à date. Donc, c'est compliqué pour nous de pouvoir l'appréhender et donner une tendance, parce que du coup, c'est très lié, comme le dit François, effectivement. Ça demande des investissements forts sur le plan humain et donc financier dès le départ, alors même qu'on vient juste de faire un effort financier pour acheter une officine. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Après, je pense effectivement qu'aller tout de suite sur ce sujet-là paraît effectivement un investissement très fort, encore une fois, à cause de ces problématiques-là humaines et financières, très clairement. Mais il est compliqué de donner des chiffres parce qu'il y en a pas tant que ça qui se lancent à date, en tout cas sur Internet. Très bien. Alors, permettez-moi de rebondir sur le fait, effectivement, il y a peut-être d'autres priorités. D'ailleurs, cette personne me dit qui va faire, c'est effectivement peut-être se concentrer d'abord sur une nouvelle mission, finalement, qui, pour le moment, n'ont pas été ou très peu déployées par les pharmaciens. Alors, les freins qui sont bien souvent opposés, c'est manque de temps pharmaceutique pour pouvoir le faire, éventuellement des problématiques organisationnelles spatiales, mais là, ça concerne davantage les petites pharmacies, peut-être. Mais même là, comme tu disais très justement, François, on peut éventuellement redéfinir. Et peut-être que… Alors, j'ai deux questions. La première, c'est que vous, dans votre retour, en tant que vous constatez, pensez-vous qu'effectivement, c'est une mission qui n'est pas rentable et que vous comprenez tout à fait le fait que les pharmaciens ne s'investissent pas dans cette mission? Or, on a pu voir que l'enseignement nous montre bien de la crise, c'est que le rôle de proximité est important, surtout sur le service, donc ça devient un peu incontournable. Donc, comment faire finalement pour pouvoir le mettre en œuvre? Et moi, j'ai une petite idée, mais c'est une question que je vous pose à vous. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir une organisation, la réorganisation de la pharmacie autour du métier de serviciel plutôt qu'autour du métier de mise à disposition de produits de santé, parce que du coup, il y a aussi la livraison à domicile qui commence à augmenter, etc. Et donc, du coup, cette réorganisation aura un impact managérial indéniable sur qui fait quoi à l'officine, sur quelles sont la répartition des tâches, etc. Donc, est-ce que vous avez déjà peut-être des éléments, là, vous donnez la parole là-dessus? Si on regarde le passé, moi, c'est simple, ça fait 2 ans où pas un de mes clients pharmaciens ne fait de bilan de médication parce que Covid, parce qu'on part au plus pressé, parce que actuellement, en fait, globalement, sur un plan financier, tout va bien, mais que la qualité de vie professionnelle s'est fortement dégradée avec le temps qui est finalement la richesse majeure de temps en temps de nos clients. Donc, à date, moi, j'ai très, très peu de pharmaciens qui se lancent, sachant qu'aussi une autre critique que j'avais eue, que je vous rapporte là, c'était de dire que c'était délicat à certains égards, notamment vis-à-vis du médecin généraliste qui pouvait avoir le sentiment à un moment donné que son boulot était du coup critiqué, était mis sur la balance et ça pouvait effectivement entraîner des difficultés dans les relations entre professionnels de santé. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Pour autant, c'est une évidence que je pense, en tout cas que les pouvoirs publics à un moment donné vont attendre les pharmaciens sur ce sujet-là, mais comme sur les sujets d'interprofessionnalité d'ailleurs, que ce soit tant sur les CISA ou les CPTS, puisque énormément de fonds sont débloqués pour ça. Alors évidemment, en termes de rentabilité pure, le bilan de médication, ce n'est pas pour le bilan de médication à un moment donné que vous allez
construire votre rentabilité. Pour autant, vous savez, c'est comme un supermarché, hein, ils vendent peut-être des choses où dessus il n'est pas rentable, mais ça va lui permettre de vendre d'autres choses aussi. Donc, c'est un peu l'idée aussi, c'est de fidéliser le patient. Ça fait partie aussi de la prestation et ça permet aussi à un moment donné aux gens de mettre en avant ce que le pharmacien est capable de faire et de pérenniser ainsi sa patientèle et donc à un moment donné d'accompagner les gens aussi dans la délivrance des médicaments. C'est ça, c'est cette action et ce service, alors certainement qu'il sera revu, peut-être qu'une refonte et ce sera repensé au niveau notamment indemnisation. C'est vrai que les retours des clients n'étaient pas toujours très positifs en termes organisationnels parce que c'est compliqué, parce que ça peut prendre du temps, parce qu'en effet, il y a cette problématique de rentabilité. Néanmoins, si les pouvoirs publics veulent en faire un point important, sans doute que cette indemnisation sera revue. Et je rejoins Louis, c'est une activité qui peut permettre d'avoir une autre approche avec la patientèle et qui peut permettre une fidélisation, un service nouveau et une confiance accrue encore vis-à-vis de son pharmacien. Donc, vous êtes en train de me dire que finalement, il est incontournable quand même de prendre le virage, on va dire. On demande aux pharmaciens de le faire, donc il faut y aller. Sinon, après, ça sera, à mon avis, proposé avec des moyens peut-être plus, c'est violent ce que je veux dire, mais pas coercitifs. Mais voilà, en tout cas, à date, on laisse un peu les clés du camion au pharmacien, à lui ensuite, effectivement, de prendre ça à bras-le-corps. Et ça va peut-être d'ailleurs accélérer justement cette transmission et ces nouvelles missions qui sont pressenties, encore une fois, on le disait au début, pour le pharmacien en tant qu'acteur de soins. Et ce qui est bénéfique pour la profession, très clairement. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent intervenir, prendre la parole ou je suis moyen de donner la parole à ceux qui veulent la prendre pour témoigner, pour rebondir sur ce qui a été dit. Donc, l'objectif ici, c'est de faire un panorama et de montrer finalement surtout le virage stratégique, parce que la pandémie va peut-être accélérer beaucoup de choses dans nos quotidiens, mais peut-être aussi, certainement, dans le métier du pharmacien et accélérer le virage qui a été entrepris. Même s'il renforce du coup son image. Ok, je n'ai pas de demande particulière. Alors, juste pour information aussi, donc, cette intervention a été filmée, va être enregistrée et diffusée par nos canaux. Donc, vous serez amené à pouvoir avoir le lien. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous pour pouvoir aussi finalement diffuser des informations qui nous semblent intéressantes. N'hésitez pas à nous solliciter également sur des thèmes que vous voudriez voir traités. Alors, sur deux aspects. Déjà, la Société Pharmacie de Lille, bien entendu. Ça, je pense que c'est important de couvrir l'actualité et d'être finalement conscient et au plus près de la demande. Mais également concernant les communes d'officine, s'il y avait des choses particulières, plus précises sur cette dimension-là, au sens large du terme de l'économie d'officine, bien entendu, puisqu'on voit bien les imbrications managériales, juridiques ou autres. Du coup, n'hésitez pas à nous solliciter également. Si je n'ai pas de questions, il me reste donc à conclure ce webinaire. Déjà, en remerciant bien sincèrement Olivier Louis Martin, ouais, c'est les réflexes, et François Gillot pour leur présence. Je pense qu'il est indispensable d'avoir des experts du chiffre pour pouvoir avoir un élément objectif de la situation des officines et qui, du coup, si je peux résumer, nous appelle les pharmaciens à la prudence, mais également à l'entrepreneuriat. Finalement, prenons en main le virage qui nous est proposé et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'être prudent et à la fois entreprendre, mais c'est toute la complexité de la situation actuellement. Donc, je les remercie bien sincèrement. Je vous remercie également à ceux qui ont pu être présents de votre fidélité à l'égard des rencontres organisées par la Société Pharmacie de Lille. Et bien entendu, je vous invite à rester en contact avec nous, à nous solliciter le cas échéant. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci Thomas, merci et bon merci courage beaucoup. surtout. Du coup. C'est ce qu'il faudrait dire. Allez, à bientôt, merci. Merci.